notre dernière conférence sur les jeunes LGBTQ et leur participation sociale avec Kevin Lavoie, qui est professeur à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval et directeur scientifique du Centre de recherche Jeunes, Familles et Réponse sociale, le GEFAR, et qui est co-chercheur au sein du partenariat. Et Marie Ouzo, CRHA, qui est directrice générale du GRI Montréal depuis 2005. Et elle est aussi formatrice et consultante pour l'INSPQ et chargée de cours à l'Université Laval. Juste avant de les accueillir sur scène, je voulais aussi en profiter pour remercier Kevin parce que notre invitation ici à l'Université Laval a été facilitée grâce à son appui, la médiation entre l'Université et RIM là, pour faire qu'on puisse avoir cette jolie salle et son bel endroit. Alors, merci. Et voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue à Québec, bienvenue à l'Université Laval. Donc Kevin Lavoie, j'utilise les pronoms il, accord masculin. Merci au comité organisateur, je profite de l'occasion pour des applaudissements enthousiastes à RIM, puis particulièrement à RIM et Marie-Pierre, puis l'équipe, là, à Judith, tout le monde pour avoir organisé tout ça, orchestré. Puis pour l'invitation également, vous parler de participation sociale. Puis je pense que le sujet d'aujourd'hui, qu'on vous propose en fin de journée. J'espère que votre attention est toujours au bon niveau. Participation sociale, en fait, ça va vous interpeller, je crois, parce qu'on est plusieurs personnes interpellées, impliquées dans les organismes communautaires LGBTQ+, de la province. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on veut vous parler, Marie et moi, concernant cette participation-là, puis comment ça peut favoriser le bien-être et la santé des jeunes. Sans surprise, vous allez voir, les travaux de recherche le montrent sur le plan écosystémique que les organismes communautaires, en fait, ça apporte du bien. Ça apporte du bien pour la santé, le bien-être, en termes de soutien, de sources de soutien social, au-delà de la famille ou des groupes de pairs, mais également les organismes, c'est une porte d'entrée pour avoir des services psychosociaux, pour apprendre à se connaître, se découvrir, travailler sur soi, briser l'isolement, puis également cette forme de soutien-là, qu'elle soit présente dans sa vie, dans son parcours de vie, ça offre un facteur de protection face à l'adversité. Ça peut être la discrimination, l'isolement, le rejet. Tout ça fait en sorte, en fait, c'est comme un bummer, ça permet de prendre sur soi, favoriser l'estime de soi. Pour le soutien, l'accueil, comme je mentionnais. D'un autre côté, également, les espaces de participation sociale comme les organismes communautaires, ça permet de s'impliquer, ça permet de s'investir dans sa communauté. Et ça, le fait de pouvoir le faire, de pouvoir créer du bénévolat, du lien social à travers les organismes communautaires, a plusieurs retombées positives, que ce soit sur le plan personnel, en termes de découverte de soi, apprendre à mieux se connaître, se nommer, trouver les mots pour se dire et de se faire reconnaître. Tout ça, ça a également des effets sur le plan interpersonnel parce que ça va augmenter notre estime de soi, ça brise l'isolement également, puis ultimement, sur le plan collectif, ça crée du lien social, comme je le mentionnais, puis ça permet de trouver des stratégies d'action collectives pour s'organiser, défendre des droits, établir un plan d'action. Tout ça, ça fait en fait une sorte de tissu social, de maillage sur lequel on peut tabler pour soi pour éventuellement progresser sur le plan individuel, de groupe également les communautés LGBT concernées. Ça peut avoir l'air de côté glorieux, valeureux, en dire on souhaite la participation sociale, mais nous, ce qui nous intéressait à travers les données sa vie, puis le projet auprès des jeunes, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il fait en sorte que à certains moments, ça ne fonctionne pas la participation? Il y a peut-être des choses, des embûches qui se posent dans les parcours de vie des gens qui font en sorte que finalement, ça bloque quelque part. Il y a quelques études qui montrent justement qu'il y en a certaines barrières, entre autres sur le plan personnel. Parfois, c'est la visibilisation de l'engagement. C'est que ça me visibilise comme personne minorisée sur le plan de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et cette visibilité-là, je ne l'avais pas parce que ça me met en danger. Ça me met un visage, on peut m'identifier, je suis associé à un groupe et ça, parfois, ça me met mal à l'aise ou voire ça me met en danger. Ça peut également avoir des craintes de représailles pour ces groupes de pairs, la famille. Il y a également certaines barrières en termes de déficit de représentation, qu'en bout de ligne, je veux bien participer, mais je sens qu'autour de moi, ce n'est pas des gens comme moi. Je ne peux pas vraiment avoir ma place, je ne sens pas que je peux l'occuper. Puis ça va affecter là, éventuellement le sentiment d'appartenance à la communauté. La présente étude avec les données SAVI, c'est des données qualitatives que j'ai utilisées à travers l'équipe qui m'a entouré par rapport à ça pour identifier. Nos objectifs, c'était vraiment d'identifier les enjeux d'exclusion, parce que le SAVI est articulé en termes d'inclusion, d'exclusion, des situations sociales vécues par principalement les jeunes adultes LGBT. Quand on parle de jeunes adultes, ici, c'est de 18 à 29 ans, donc jeunes adultes émergents. La moyenne d'âge qu'on a rencontrée, c'était autour de 24 ans.
Et ce qu'on souhaitait faire également, plus précisément, c'était de documenter les barrières à la participation sociale. Qu'est-ce que c'est la participation sociale? Nous, on a trouvé un concept très englobant pour pouvoir capter différentes formes de participation, parce que parfois, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est un terme très polysémique qui veut dire beaucoup de choses, en fait. Ça peut être du militantisme, de l'engagement, du bénévolat, de l'action sociale. Tout ça, en bout de ligne, ça se recoupe beaucoup. C'est pour ça qu'on a utilisé un concept très englobant pour parler de toutes ces formes-là de participation à la vie citoyenne à travers sa communauté, puis à travers plus précisément les organismes communautaires, puis aussi les associations étudiantes LGBT au cégep et à l'université. Donc, c'est vraiment ce cadre-là qu'on a retenu. Puis les dynamiques d'inclusion et d'exclusion, Julie faisait mention là, précédemment dans sa présentation, il y a différentes formes d'exclusion. Par exemple, l'exclusion identitaire, le fait que mon identité n'est pas reconnue dans la mission de l'organisme ou dans les services offerts. Ça peut être également une exclusion territoriale. Dans ma région, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'organisme dans lequel je peux m'impliquer, je peux proposer du bénévolat. Donc ça également, c'est d'autres formes d'exclusion vécue. À travers les données qu'on a récoltées, donc c'était plus d'une quarantaine d'entretiens par récit de vie qu'on a analysés sur le plan, inductif, ça nous fait émerger 5 types de barrières, des barrières individuelles, interpersonnelles, intracommunautaires, organisationnelles et structurelles. Pour ceux-là que ça interpelle, il va y avoir un article bientôt là, qui va être publié dans la revue Jeunes et Société, si tout va bien. On est en cours là, de modification de l'article, mais on a reçu un accueil favorable. Je vais vous inviter à le lire parce que pour l'instant, pour aujourd'hui, je vais vraiment plus m'attarder à 3 types de barrières en mise en dialogue, en fait, avec l'expertise communautaire du GRI Montréal. Ce qu'on souhaite faire également avec la présentation, c'est de partir des résultats. Donc, je vais aborder brièvement les quelques pistes qu'on a relevées à travers les données recueillies, puis faire écho, voir un peu comment ça se vit sur le terrain à travers l'expérience du GRI, sur le plan intracommunautaire, organisationnel et structurel. D'abord, les barrières intracommunautaires, en fait, beaucoup de personnes rencontrées ont nommé, les jeunes adultes rencontrés ont nommé les différentes barrières dans la façon de se représenter la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Comment on conceptualise? Quelle étiquette on utilise? Qu'est-ce qui est reconnu dans les missions des organismes communautaires dans lesquels je veux m'impliquer? Parce que cette mission-là va organiser, va structurer l'offre de services, mais également les luttes politiques qui vont être menées par les organismes communautaires. Vous le savez, c'est des trucs qui sont soulevés dernièrement, puis il y a comme une forme d'ébullition, de façon de se revendiquer, de se nommer, de se reconnaître en termes des communautés plurielles. Mais ça, les personnes participantes interrogées par sa vie ont montré que parfois ça peut créer des tensions. Quand il y a des changements de mission, quand on veut élargir des missions, quand on veut créer des nouveaux services par et pour, c'est pas toujours évident à mettre en place, puis comment ça se pose sur le terrain. Par exemple, là, le texte est très petit. J'ai l'impression que des fois, là, je ne suis pas capable de le lire directement. Je vais lire, j'aurais dû prendre mes petites lunettes quand même. Il y a Jeanne, 24 ans, qui nous mentionne, qui est une personne non-binaire, pansexuelle. J'ai l'impression que des fois, que quand on n'est pas dans une case précise ou qu'on n'est pas défini de façon précise, c'est plus difficile d'être inclus dans certains milieux. J'ai déjà fréquenté certains espaces qu'on pourrait qualifier de LGBT, mais je ne me suis jamais vraiment senti inclus ou confortable dans ces espaces-là. Merci, Kevin. Bonjour tout le monde. Donc, merci Kevin. J'ai une petite intro moi aussi rapidement. Donc, j'ai accepté de faire cette présentation devant vous aujourd'hui d'abord parce que qui commettrait telle folerie que de refuser de présenter avec Kevin, et ensuite parce que j'ai pris pour acquis que cette audience comprendra que pour présenter la réalité d'un organisme comme le GRI Montréal en 20 minutes, il va évidemment y avoir une nécessité de simplification. Donc, j'espère que vous me pardonnerez pour ça et que s'il y a des choses qui vous grattent dans ce que je dis, vous utiliserez votre capacité à prendre votre clavier ou votre téléphone et à m'appeler plutôt que de rester sur des questions sans réponse. Donc, la question des barrières intracommunautaires, effectivement, puis on prendra pour cette question-là les différents élargissements du membership ou les élargissements de missions du GRI. Donc, dans les premières armes, c'était la question de la parité homme-femme. Hein. Donc, le GRI, à ses débuts, était G. En fait. Ensuite, il est devenu LG. Ensuite, il est devenu LGB, puis il est fini par devenir LGBT.
Ce que je tiens à souligner, en fait, c'est que à chacune de ces étapes, il n'y avait pas d'un côté les bons qui voulaient l'inclusion de tout le monde et les mauvais qui ne voulaient pas. C'était beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, si on regarde les deux bouts de la ligne du temps, là, quand on cherchait la parité homme-femme, je me souviens d'avoir moi-même, alors que j'étais simple bénévole à l'époque, émis des réserves, en fait, sur l'idée de réserver des sièges au conseil d'administration pour les femmes, parce que je me disais que si un jour je devais me retrouver au conseil d'administration du GRI, ce serait à la force du poignet et pour mes compétences seulement. Donc, j'avais en fait une compréhension aussi profonde de la discrimination systémique que notre gouvernement actuel. J'ai évidemment l'excuse que j'étais jeune et que ça fait 20 ans, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, à l'autre bout de la ligne du temps, je me souviens aussi avec une certaine émotion, je regarde Marie-Pierre pour ça, mais quand on a parlé de la démystification des identités de genre dans les écoles, d'avoir une rencontre mémorable avec le comité trans du Conseil québécois LGBT, où la moitié de la salle voulait m'arracher la tête parce que le GRI ne l'avait pas fait plus tôt, et l'autre moitié de la salle voulait m'arracher la tête parce qu'on voulait le faire là. Donc, puisque ce n'était pas notre rôle et que ça devait être fait par des organismes trans. Donc, et je comprends toute cette complexité, elle est bien légitime, mais c'est simplement pour dire que ces réflexions-là, elles se font d'une façon qui n'est pas linéaire et qui crée des fois des tensions au sein de notre effectif et du groupe. Maintenant, je ne vous apprendrai rien. Bien sûr, on est LGBT, mais on a aussi donc des personnes qui interviennent dans le volet identité de genre. Je ne vous apprends pas que ces personnes ont une orientation sexuelle. Et les personnes qui interviennent dans le volet orientation ont une identité de genre. Donc, ça aussi, hein, c'est pas si simple que ça. On travaille avec des majeurs, mais qu'en est-il des personnes non binaires? Qu'est-ce qu'on fait aussi maintenant avec, par exemple, des questions plus actuelles pour nous, donc les questions des relations polyamoureuses, des configurations relationnelles qui ne sont pas propres à nos communautés, mais qui sont bien représentées. Hein. Mais ce n'est pas dans notre mission et ça confronte le milieu dans lequel on intervient, mais on veut démontrer une solidarité. Donc, tout ça n'est pas simple. Et pour rappel aussi de toutes ces identités plurielles et complexes, une intervention du GRI dans les écoles, c'est 75 minutes, donc 15 minutes pour le volet recherche et le partage de références. Donc, il nous reste 60 minutes pour éduquer, démystifier des jeunes qui disent parfois d'eux-mêmes qu'ils sont hétérosexuels, hein, qui ne savent pas ce qu'est un orgasme ou un anus, et pour qui le mot genre ne prend son sens que quand il est en compagnie de ses amis, c'est comme EFAC, fait c'est comme genre, bon. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans cette période de 60 minutes. Ce n'est pas toujours ça. Je poursuis maintenant avec les deuxièmes barrières qui sont cette fois-ci organisationnelles. Les personnes que rencontrées par Savie, les jeunes adultes, mentionnent entre autres différentes barrières en termes de comment ça se place les organisations, comment sont structurées, comment sont financées, comment sont stables ou non. Entre autres, il y a 3 éléments qui se dégagent de ça. En fait, ça va être les permanences. Est-ce qu'il y a des permanences salariées? Est-ce que c'est entièrement porté par des bénévoles? Il y a des gens qui mentionnaient également les associations étudiantes, pendant l'été, cessent leurs activités, ce qui fait que si tu n'as pas eu l'occasion de créer des liens, de nouer des relations plus significatives, maintenant, c'est un peu plus malaisant de les maintenir pendant l'été, de relancer des gens, donc ce qui perd des occasions de participation, d'investir des lieux. Donc là, tout ce qui touche donc cette stabilité-là était quand même souligné par les personnes rencontrées. Il y a d'autres aspects aussi sur la question du découpage de la mission, surtout axé sur l'âge. Donc, surtout à l'orée du 25 ans, souvent il y a plusieurs organismes à travers le Québec, c'est du 14-25, puis après ça 26 en montant. Mais quand tu es proche de ces âges-là, comment tu places, parce que parfois il va y avoir un taux de service, parce qu'ensuite il y a un bond en termes d'âge, en termes de services offerts, puis de lieux de rencontre, de socialisation et de participation sociale. Donc là, il disait, il y en a plusieurs qui mentionnaient, est-ce que je deviens bénévole pour l'organisation pour maintenir mon lieu de participation? Ça me tente plus ou moins d'avoir ce rôle-là, je veux faire autre chose. Donc, quel espace je vais investir par la suite quand c'est l'âge
à travers la mission de l'organisation qui est mis de l'avant. Donc, un des enjeux qui peut faire en sorte que je vais cesser de participer. L'autre aspect, et c'est là-dessus qu'on Marie va enchaîner par la suite, c'était vraiment la question de la marginalisation de certains groupes au sein des communautés LGBT. On parle entre autres des personnes racisées, personnes immigrantes, personnes autochtones, personnes en situation de handicap, également les questions de représentation au sein des organisations LGBT, puis des formes de rapports de pouvoir, de discrimination et d'oppression qui peuvent s'opérer au sein des organisations. À ce sujet-là, il y a Mikinak, 24 ans, une personne bispirituelle qui mentionne. Bien, je me suis fait des nouveaux amis, mais tous mes amis dans l'organisation, en fait, étaient non autochtones. Ça montre déjà qu'il y a un problème quelque part. Là, il riait un peu, il riait pas de bon cœur. J'ai jamais senti que je faisais partie d'une communauté LGBT, moi, en fait, parce que quand j'ai fait mon coming out, c'est quelque chose que j'aimerais développer éventuellement, mais c'est ça. Donc, ça souligne vraiment l'idée d'absence de représentation, de dire, oui, on se rejoint sur le plan peut-être de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais il y a d'autres facettes identitaires qui pourraient résonner chez moi, qui feraient peut-être un moteur de participation sociale pour m'investir dans une action citoyenne et sociale, mais je me sens isolé au sein même d'une communauté qui pourrait peut-être m'accueillir, mais je ne le sens pas tant. Oui, donc on présente souvent le gris comme une grande famille, nous-mêmes avec nous-mêmes, hein, comme si c'était d'ailleurs garant d'une harmonie. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne image, mais en tout cas. Mais au sein d'une famille, les individus ont des besoins différents. Comment est-ce qu'on peut, peut-on en fait répondre à ces besoins différents? Donc, par exemple, au GRI, nous avons des espaces dédiés, un comité racine, je pense que vous voyez ici la mission, et on a aussi un comité identité de genre. Donc, l'inclusion est évidemment une volonté partagée, mais sur le terrain, les enjeux sont très complexes, en fait. Par exemple, le comité Racine, malgré tous ses efforts, implose régulièrement, en fait, de façon cyclique. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, des dissensions internes entre ceux qui sont centrés, je dirais, sur la mission générale de l'organisme et qui veulent travailler dans cette direction-là, et ceux qui voient le comité comme devant avoir une existence propre et qui cherchent avant tout un lieu d'appartenance connecté ou pas, en fait, avec la mission globale de l'organisme, eh bien, ces deux clics, si je puis dire, s'affrontent à l'intérieur même du comité. Donc, des fois, l'un l'emporte, des fois l'autre, et ça oriente les travaux du comité dans une direction ou dans une autre. Des fois, on arrive à trouver un équilibre pendant une période de temps plus longue, mais ces questionnements reviennent encore et encore et sont tout à fait compréhensibles justement par le simple fait que les espaces font défaut et donc les mêmes espaces doivent répondre à plusieurs besoins différents. De la même façon, pour ce qui est du comité identité de genre, et on voit aussi des réflexions que nous avons, par exemple, à nos ateliers de formation intensive, avec des allers-retours sur doit-on faire des ateliers mixtes ou non mixtes, quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre, mais de se poser aussi la question, la mixité, mais dans l'intérêt de qui aussi. Et donc, toutes ces questions sont toujours au centre de nos conversations, ne semblent pas avoir de réponse facile et restent d'actualité encore. Il reste 2 minutes en tout? D'accord. Ben, on va passer au prochain. Poursuivons, en fait, dernièrement, en conclusion, en termes de barrières que l'on voulait vous relever, les barrières structurelles, en fait, puis ça fait écho à la présentation d'Isabelle puis Louis-Philippe sur les questions régionales puis la vitalité communautaire. Plusieurs personnes, parce que sa vie, les personnes ont été rencontrées dans différentes régions et en dehors des grands centres, disaient, parfois, il y a un organisme qui est généraliste, qui pose, avec tous les défis que ça peut poser, mais certaines régions sont dépourvues de ressources spécialisées LGBT et c'était comme un manque en termes d'espace à investir pour pouvoir participer socialement, pour pouvoir créer des projets collectifs. Et je vais m'arrêter là-dessus et passer tout de suite la parole, vu que le temps nous est compté. D'accord, bon, merci Kevin. Donc, évidemment, ce sont des questions qui sont centrales pour nous aussi. Montréal attirant au niveau démographique, où on a, nous aussi, au sein de notre bassin, des bénévoles qui viennent de toutes les régions du Québec, en fait. Donc, on a décidé, faire notre part par rapport à ça, de mettre sur pied un projet qui s'appelle le GRI par en tournée et qui est destiné à aller justement faire des interventions dans des régions
où soit il n'y a pas du tout d'organisme LGBT, soit s'il y en a un, souvent c'est un organisme de service direct aux populations, et donc ils n'ont pas les ressources ni le temps de faire de l'éducation et de la prévention universelle comme est la mission du GRI. Donc, on a eu une première phase de ce projet-là qui a duré 3 ans, qui nous a permis de rencontrer, en fait, de faire 131 interventions dans 11 régions du Québec et même 3 provinces hors Québec dans des écoles francophones. Donc, c'est plusieurs milliers de jeunes qui ont pu être rencontrés de cette façon, et on lance en janvier la phase 2, donc de nouveau sur 3 ans avec des partenaires privés qui subventionnent en fait ce projet-là qui coûte cher. Mais évidemment, la question, c'est d'arriver à faire en sorte que les jeunes dans ces régions-là aient un service et de ne pas avoir l'air non plus de Montréal qui débarque avec ses gros sabots. Donc, c'est de trouver l'équilibre, et ça, on le fait en tentant d'être bien sûr partenaire avec les organismes locaux, mais aussi de compter sur nos bénévoles qui sont issus de cette région-là pour aller parler dans ces régions spécifiques. On peut finir la diapo. Mais de toute façon, elle parle d'elle-même, je pense. Hein, ce sont évidemment les sujets qui sont au cœur de nos conversations. Hein, comment on garde notre mission globale, mais tout en étant à l'écoute des gens qui composent notre organisme, tout simplement. Comment on s'assure d'avoir une solidarité, en fait, et comment est-ce qu'on peut l'exprimer, cette solidarité, si ce n'est pas dans nos ateliers directement? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Et comment on l'exprime aussi dans nos ateliers? Bref, on réfléchit à tout ça. Et aussi, la situation du GRI est assez particulière parce que le GRI travaille avec les écoles. Je ne vous apprendrai pas, je crois, quelque chose de nouveau en disant que le milieu scolaire est un milieu conservateur. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous, comme organisation communautaire, pour, oui, vouloir déconstruire des systèmes d'oppression quand notre partenaire principal est en fait une certaine forme de creuset de maintien de ces systèmes d'oppression. Donc, il faut qu'on trouve cet équilibre. On est un peu des funambules, en fait, qui oscillent entre élargir les carcans et ne pas se fermer, de faire claquer la porte au nez, en fait. C'est un peu ça notre difficulté. Et ben voilà, le reste, c'est écrit là. Merci beaucoup.